À partir du moment où des violences ont été commises, à partir du moment où des dégradations graves ont été commises, il appartient à l'autorité judiciaire d'intervenir parce que c'est un seuil qu'on ne peut pas franchir. Montrer comment ils sont nombreux et nombreux, hein. On va vous les montrer. Escadron. Alors les gendarmes qu'on envoie, effectivement, pour 2-3 mois, on les envoie venir taper du nègre, hein. Je suis désolée, c'est bien ce qu'il faut. Ils sont prêts, ils sont vraiment prêts, hein. Alors là, ils font tout ce qu'il faut pour nous taper. Alors qu'on est là pour notre santé, on est là pour notre santé. Avec des cancers, okay. Il y a 30 ans il n'y avait pas ça, il y a 40 ans voilà. On ne voyait pas des étages remplis de petits comme ça malades. Des petits comme ça qui sont malades, qui ne savent pas ce que c'est que s'amuser, qui ne savent plus ce que c'est que jouer avec un ballon.
Et à partir de là, nous devons d'intervenir pour dire là on a dépassé le seuil de ce qui peut être accepté. Je crois qu'on a de la chance de vivre dans une démocratie où chacun peut s'exprimer, sa liberté de penser. A le droit de manifester. Mais bien évidemment, il faut respecter les libertés des autres. Et là, on voit qu'on en est à la 4e action de blocage. Ça veut dire qu'on empêche des gens d'aller faire les courses. On empêche des commerçants, quels qu'ils soient, de travailler. Donc évidemment, les actes qui se sont produits sont évidemment condamnables. Est-ce que vous entendez quand même cette revendication, le fond de la revendication? Encore une fois, le préfet n'a pas à dire qu'un tel pense telle ou telle chose. Moi, j'écoute, vous le savez, depuis que je suis ici, j'écoute vraiment tout le monde sur tous les sujets, en particulier la chlordécone, que je sais être un sujet d'une particulière gravité. Et il me semble essentiel que chacun puisse s'exprimer. Mais encore une fois, dans le respect des lois en vigueur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont empêché des clients d'accéder au magasin. Il y a des gens qui s'en sont pris physiquement aux gendarmes. Je voudrais quand même rendre hommage aux forces de l'ordre. Dieu merci, on a pu avoir des échauffourées qui ont été limitées dans le temps grâce au professionnalisme des gendarmes. Et donc, moi j'appelle tout le monde au dialogue. Encore une fois, tout doit être exprimé, tout peut être débattu. Je crois que la Martinique peut le faire avec un grand sens de l'intelligence et du dialogue. Il est certain que si je m'engage autant sur la question du chlordécone, ce n'est pas pour des raisons personnelles immédiates, mais c'est surtout parce que je pense aux générations futures. Voilà. Étant maman et grand-mère, je pense qu'il faut laisser à nos petits-enfants une terre un petit peu plus saine, sinon c'est une bombe à retardement qu'ils auront et qu'ils seront probablement amenés à quitter le pays parce que la situation sera ingérable. Mais c'est vrai que le problème de prématurité, c'est un problème qui est récurrent depuis une quarantaine d'années. Et les gynécologues, eux, ils avaient l'habitude de rechercher toutes les causes qu'on trouvait habituellement en métropole, les causes venant de la mère, les causes venant de l'enfant. Et quand on a réglé toutes ces causes, qu'on a amélioré... Des causes génétiques, des causes génétiques, obstétricales, gynécologiques, vous avez des malformations de l'utérus, vous avez des hypertensions, vous avez des diabètes. Quand on avait traité toutes ces causes, on se rend compte qu'il
il y avait un taux de prématurité qui était incompressible, c'est-à-dire on n'arrivait pas. Alors qu'en métropole, ils ont diminué leur taux de prématurité en traitant toutes ces causes venant de la mère. Chez nous, malgré l'amélioration de la PMI, de la surveillance des grossesses, on se rendait compte qu'on était toujours à 10% de prématurés. Il y avait ce taux incompressible, mais finalement, c'est vrai qu'on a mis du temps à faire le lien. Donc finalement, quand on a tout mis un petit peu bout à bout, on s'est rendu compte qu'il y avait un état sanitaire dégradé et qui était vraisemblablement, parce qu'on n'a pas toujours de relation de causalité directe, puisque c'est vrai qu'il faut quand même mettre beaucoup de nuances, qui était quand même corrélé à la période de cette intoxication au chlordécone, puisque le chlordécone a été mis dans les années 70, le milieu des années 70, et pour qu'un cancer se développe, il faut 30-40 ans. Donc, ce que l'on voyait, ça correspondait à peu près, on pouvait le mettre en relation avec l'intoxication au chlordécone. Donc, depuis une quarantaine d'années à peu près. Depuis une quarantaine d'années, c'est ça. Depuis une quarantaine d'années, le temps qu'une génération se naisse avec le chlordécone et fasse des enfants, ça a impacté les fœtus féminins et masculins in utero. Et quand ils ont atteint l'âge de 25-30 ans, l'âge de procréer, ils se sont rendus compte de l'infertilité. Donc finalement, on a pu rapprocher un petit peu les choses avec la génétique, la biologie moléculaire, comprendre que finalement, l'impact du chlordécone s'est fait surtout pendant la grossesse des personnes qui ont été contaminées dans les années 70, que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est-à-dire 30-40 ans après, on a cette génération qui se retrouve avec des problèmes. L'obésité, quand vous circulez dans Fort-de-France ou bien là, vous êtes épaté, étonné de voir cette obésité morbide qui est difforme en fait. Elle est forte. Elle est forte et puis elle est difforme. Vous avez avant, c'était toutes les 5-6 personnes. Voilà, vous aviez avant des gens fort gros et aujourd'hui vous avez des gens obèses, une obésité qui est morbide. Mais qui est grasse, qui est molle. Qui est morbide et qui est dans des endroits, même chez les garçons, dans des endroits qui sont pas des endroits habituels. Vous avez beaucoup de jeunes garçons adolescents, des garçons adolescents qui ont des seins. Oui, des seins. Une gynécomastie, une gynécomastie et un développement des organes génitaux insuffisant, avec des problèmes effectivement d'identification sexuelle. Donc on a toute une pathologie émergente à laquelle on n'était pas habitué et que petit à petit, à force de lecture de la littérature, on arrive à raccrocher à cette intoxication aux pesticides organochlorés comme l'est le chlordécone. Je vous dirai ce que j'ai vérifié scientifiquement qui se dit, qui est lié au chlordécone, pour que vous puissiez être alertés. Donc on sait que le chlordécone, il agit sur le cerveau. Ça, c'est la première action du chlordécone. Quand on en parle dans la population, on parle du cancer de la prostate, c'est pas la première action du chlordécone. Le cancer de la prostate, c'est pas le plus grave dans les actions. C'est peut-être même un effet collatéral. C'est un effet des perturbateurs endocriniens. C'est un effet des perturbateurs endocriniens. Le risque le plus grave, c'est pour le cerveau. Et c'est le premier risque qui a été observé en Virginie quand il y a eu un accident en 1976 dans l'usine de fabrication. Ce qui a attiré l'attention, c'est que les ouvriers tombaient dans le coma, ils convulsaient, ils avaient des troubles des pertes de mémoire visuelle, ils avaient des troubles visuels, des troubles de la vision. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait. On s'est rendu compte que c'était le chlordécone. Et on sait que ça agit sur le cerveau. Ça agit sur le cerveau de l'adulte. Donc ça peut entraîner effectivement chez l'adulte à forte dose des troubles de la mémoire. Et ça agit, et c'est le préjudice le plus grave, sur le cerveau des enfants. Mais enfin, c'est sûr que ça agit sur le cerveau, sur les troubles de la mémoire et les risques de convulsions. Et ça agit surtout sur le cerveau des enfants. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 40 ans qu'on a du chlordécone, il y a des femmes enceintes. Une femme enceinte qui a du chlordécone risque d'avoir un enfant avec des troubles qui vont déboucher soit sur un retard scolaire, une baisse du quotient intellectuel, ça c'est sûr. Plus il y a du chlordécone, plus le quotient intellectuel est bas, qui peut donner des autismes, qui peut donner des troubles des apprentissages comme les dyslexies, des dyspraxies. Alors ça, on le sait. Les 10 aussi explosent chez nous. Les 10 explosent. Oui. On a effectivement l'enquête Timoun qui a été faite en Guadeloupe a montré qu'il y a un lien entre le taux de chlordécone de la femme enceinte et les troubles neurologiques chez le nourrisson. Donc ça, on en est certain. On a parlé tout à l'heure de la prématurité. Ça, c'est aussi le deuxième risque grave du chlordécone. C'est-à-dire qu'on sait que ça entraîne des prématurités et que plus le taux est élevé, plus l'enfant naît
avant terme, et un enfant prématuré, surtout moins de 32 semaines, moins de 1000 grammes, c'est un enfant à risque pour le cerveau. Ça entraîne des baisses de la fertilité. Ça a été retrouvé chez les ouvriers de Virginie et on le retrouve aussi chez nous. On l'a retrouvé aussi chez les animaux qui vivaient dans les bananeraies. Donc ce sont les préjudices les plus importants. Et puis il y a tout ce qui est venu un petit peu après, du fait du caractère perturbateur endocrinien, le cancer de la prostate. Et notre problème de cancer de la prostate vient du fait que nous sommes imprégnés dans le long terme. Dans la durée. Nous sommes imprégnés dans le long terme et c'est la raison pour laquelle les jeunes générations naissent avec du chlordécone qui affecte leur prostate. Depuis jeune. Oui. Alors, le cancer de la prostate à 40 ans. À 40 on a ans, des voilà. cancers de la prostate à 40 ans. Qui et était c'est donc 30 ans plus tôt. Plutôt que, voilà. Et ça c'est le... Il y a non seulement une augmentation du nombre de cancers de la prostate depuis 1990, c'est ce qui fait que nous pensons que c'est lié à cette intoxication de 70, parce que un cancer met 20-30 ans à se développer. C'est ça. Donc on a pu faire un peu le rapprochement entre les deux choses, parce que jusqu'alors on avait effectivement 40 des ans. augmentations, mais cette augmentation elle est exponentielle. Donc il y a un facteur autre. Et quand on regarde les courbes par rapport au monde entier, nous sommes la population Guadeloupe et Martinique, ni Réunion ni Guyane, puisqu'ils n'ont pas eu de chlordécone. Guadeloupe et Martinique ont l'incidence standardisée la plus élevée. Donc on pense qu'effectivement il y a un facteur extérieur qui pourrait s'appeler chlordécone à l'origine de cette explosion de cancer de la prostate. Donc non seulement en quantité il y a beaucoup plus de cancers, mais vous avez aussi un rajeunissement et le problème se pose de ce rajeunissement parce que les formes jeunes sont les formes les plus graves. On a des préjugés, mais je crois qu'il faut que les hommes, dès l'âge de 40 ans, se préoccupent d'abord du taux de chlordécone. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire le taux de chlordécone dans votre sang pour connaître votre statut de chlordécone. De même que vous essayez de temps en temps de connaître votre taux de glycémie ou de cholestérol pour savoir s'il vous faut adapter votre alimentation. Et si vous en avez, faire un dépistage du cancer de la prostate dès 40 ans. Non, mais c'est sûr que c'est un préjudice grave. C'est un enjeu important. C'est un préjudice très très grave qu'a subi notre population. Je crois qu'il ne faut pas le minimiser. Oui. La question du chlordécone, c'est une question importante, parce que 92% de la population a du chlordécone. Ça signifie que ce qu'on est en train de dire, la neurotoxicité, la reprotoxicité, la toxicité pour l'obésité, les perturbateurs endocriniens, le diabète, c'est quelque chose qui touche pratiquement toute la population. Peu ou prou. Oui. Et les petites doses, je crois que c'est... Voilà, je voulais vous dire que les petites doses, le petit taux n'est pas rassurant. On a tendance à dire aux gens, oui, mais vous avez quelques traces dans le sang, c'est pas grave. Non, non, non. Quel que soit le taux, c'est grave. Ça donne Quel que soit le taux, c'est grave parce que ça s'accumule. Donc, faire votre dosage, et même s'il est bas, vous vous mettez dans une posture où vous mangez 0 chlordécone. Et ça, c'est impératif d'arrêter de manger tout produit qui contient des traces de chlordécone. J'ai vu. Est-ce qu'on a envie de s'impliquer pour un petit échantillon d'êtres humains? Mais vous avez touché du doigt le problème, parce que finalement, il y a eu cette étude Timoun. Mais je ne sais pas si vous avez écouté l'audition de la ministre de la Santé devant la commission parlementaire, mais c'était désolant, lamentable. Elle nous parle de l'étude Timoun qui a commencé en 2003. Vous avez des enfants 2003 qui ont 16 ans. Elle ne sait toujours pas s'ils sont pubères, elle ne sait pas s'ils sont dyslexiques. C'est ça, il n'y a pas de suivi. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de suivi, mais c'est que vous faites une recherche pour savoir s'il y a un trouble neurologique, mais ils ont les résultats. La recherche, c'est pour calmer les gens, pour dire que l'État s'occupe d'eux. Oui, non, mais ils ont des résultats, mais moi, je serais ministre, j'aurais eu honte de dire que je ne sais toujours pas les résultats sur le cerveau à 16 ans. Voilà, il y a des gens aussi qui donnent une désinformation. Et là aussi, je voulais faire bien le point. Voilà.
faire bien le point avec la population, parce qu'on se démobilise aussi, parce qu'il y a des gens qui vous disent des choses fausses. Il y a des gens qui vous disent que ça s'élimine par la sueur, qu'il suffit de faire du sport. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne s'élimine pas par la sueur. Le chlordécone ne s'élimine pas par la sueur. Il y en a d'autres qui vous disent que ça s'élimine par les urines, qu'il faut boire beaucoup. C'est pas vrai. Et si l'eau est chlordéconée? Oui, non, mais ça ne s'élimine pas par l'urine. Non, mais par exemple, voilà. je dis donc, Voilà. Et il y en a qui vous disent qu'il suffit de faire bouillir les légumes et puis que ça se détruit. C'est faux. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que la seule façon de régler le problème de chlordécone, c'est de manger zéro chlordécone. Zéro et pas des... Alors là aussi, je suis très amère par rapport au gouvernement qui nous met des arrêtés ministériels autorisant la mise sur le marché de produits jusqu'à 20 microgrammes. Et moi, je trouve que c'est scientifiquement une hérésie de dire que c'est un perturbateur endocrinien et de laisser la population continuer à se contaminer. Donc, il faut que nous exigions Martiniquais, tous ensemble, du 0, 0, 0, 0. 0, c'est pas 0, hein? Et il faut qu'on se mobilise dessus. Il y a les municipales qui arrivent. Toutes les communes ont des terres en friche. Il y a beaucoup de terres domaniales, des forêts qui appartiennent à l'État, qui sont saines. L'État dit qu'il va réparer. Il faut que nous nous mettions debout et que nous demandions à l'État de nous donner ces terres. J'ai envie de dire aux gens, vous avez en ce moment beaucoup de gens qui sollicitent vos voix, que vous n'entendez pas forcément se prononcer sur ces questions graves-là. Eh bien, avant de donner vos voix, exigez, par exemple, que ces gens-là prennent en charge ces problématiques. La dimension de votre engagement, le domaine auquel vous touchez, qui est vraiment le corps, la descendance, la mortalité, le déficit en natalité, etc., etc. Tout ça, ça concerne la vie d'un peuple, d'un groupe humain. Ça concerne le devenir de la Martinique. Voilà. Donc, si on ne s'occupe pas de ça de manière sérieuse, il faut s'en occuper. Il nous reste à disparaître. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Absolument, parce que quand vous regardez, d'ailleurs j'ai remis quelques courbes pour votre émission, quand vous regardez la courbe de... On peut voir la courbe sur la mortalité-natalité? Quand vous regardez l'évolution sur les courbes de l'INSEE, vous voyez qu'il y a une baisse de la natalité qui est régulière depuis 2005. Voilà. On diminue régulièrement, le nombre de naissances diminue régulièrement et la population de Martinique diminue régulièrement. Depuis 2005. Voilà. Là aussi, ça fait 30 ans. Et si vous voulez bien expliquer? Absolument. Vous avez donc en haut, vous avez la courbe de natalité qui diminue régulièrement et vous voyez qu'autrefois, elle diminuait tout doucement et puis ensuite, elle diminue. Elle pique du nez, elle diminue de plus en plus. Depuis 2013, elle descend, sans arrêt. On a moins de 4000 naissances par an. Et la courbe du bas, qui est la courbe rouge, la courbe de mortalité, elle ne cesse d'augmenter. Voilà. Elle ne cesse d'augmenter et elle touche une tranche d'âge qui est préoccupante, la tranche d'âge de 50-74 ans. Les gens vous disent c'est grand-maman Katereti Châtiellement. Bien sûr. Et ça, c'est quand vous entendez une grand-mère dire ça, c'est une souffrance. Parce que les grand-mères pensaient qu'elles seraient enterrées par leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc il y a un trou dans les générations qui va nous poser des problèmes certainement sociologiques, parce qu'il y a beaucoup de mères déjà qui ne peuvent plus élever leurs enfants parce qu'elles ont des cancers du sein, parce qu'elles ont des diabètes avec dialyse. Et ce sont les grand-mères qui prennent le relais. Voilà. Ce sont les grand-mères qui prennent le relais de l'éducation des enfants. Donc vous avez cette mortalité qui augmente, cette natalité qui diminue, et quand les deux vont se toucher, la population va plus se renouveler. Et ça, c'est une question que la population martiniquaise doit vraiment prendre en compte sérieusement, parce que bientôt, il faudra faire appel à des immigrés comme en Guadeloupe pour pouvoir renouveler notre population. Et dans deux générations, la remplacer. Dans 2 générations, on va chercher peut-être le Martiniquais. Et ça, il faut y penser. C'est pas une vue de l'esprit, c'est courbe et c'est quelque chose de récent. Vous voulez dire que ça n'est pas alarmiste? C'est pas alarmiste. Pour être alarmiste, c'est grave. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Et ça, ce sont les courbes de l'INSEE. C'est pas des courbes que j'ai reconstituées. C'est ça. Ce sont les courbes de l'INSEE. La population risque de ne pas se renouveler.
Et vous avez entendu à la rentrée de septembre des écoles qui ont fermé à Fort-de-France. Je crois qu'il y a 5-6 écoles. Oui, ça veut dire 300 absolument. enfants en moins. Absolument. Des écoles. Il y a des classes, bien sûr, que l'on rassemble. Parce Des enfants qui ne naissent pas. Des enfants qui ne naissent pas. C'est-à-dire, on commence à voir l'impact de la baisse de la natalité, puisque les écoles maternelles, on les supprime, il n'y en a plus. Et chaque année, le rectorat nous dit qu'il y a de moins en moins d'enfants scolarisés. Ce qui se passe au niveau de... vous voyez, la mortalité, vous entendez tous les matins des litanies d'Avidovsek, ça vous effraie, mais cela traduit une réalité socio-démographique, sociologique et démographique de notre pays qu'il faut que vous analysiez de manière sociologique justement pour que vous tiriez les conclusions et pour vous sauver vous-même, d'abord sauver vous-même et votre environnement, mais il faut comprendre que notre pays est en train de basculer dans quelque chose. Il dépendra de nous que nous nous survivions ou que nos descendants nous survivent si nous en avons, en tout cas si nous en avons et que nous ne sommes pas en mesure de les faire durer pour vivre, pour rester en vie, eh bien, vous voyez, quand on parle de catastrophe, on ne vient pas vous affoler, mais on vient vous dire qu'on a l'impression parfois que vous êtes un peu blasé. Parce qu'on voit des gens se mobiliser qui ont conscience de ce drame et on voit beaucoup d'autres qui n'ont pas l'air de se sentir ou qui ne se sentent pas concernés par ça. Eh bien, il faut se sentir concerné parce que nous sommes tous impactés, vous l'avez dit, docteur. Mais on est tous impactés et on est impactés. Aujourd'hui, on est peut-être en bonne santé et on ne sait pas demain. C'est ça peut aussi. se déclarer très vite. Parce que le perturbateur endocrinien, il n'agit pas en fonction de la dose. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est du 0 chlordécone et c'est pas 0,0. Et quand vous en avez dans le sang, il faut pas en avoir du tout. C'est pas la dose qui est importante, c'est le moment où vous avez ce perturbateur endocrinien. C'est-à-dire la grossesse, c'est un moment grave. Mais la puberté, c'est un moment grave également pour le perturbateur endocrinien. Vous avez des jeunes qui grossissent ou qui font un diabète à la puberté du fait du chlordécone. Et la vieillesse, c'est aussi un moment grave. C'est-à-dire que des gens vont bien jusqu'à 65 ans, puis d'un seul coup, ils apprennent qu'ils deviennent diabétiques à 65 ans, alors qu'ils ne mangent pas de façon déséquilibrée. Parce que le perturbateur endocrinien, il peut aussi faire tout basculer au moment de la vieillesse. Et puis on a vu tout à l'heure la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos descendants. La femme, elle fait des enfants jusqu'à 45-47 ans, mais l'homme peut faire des enfants à 80 ans. C'est ça. Et à 80 ans, il peut transmettre une sensibilité soit à l'obésité, soit au diabète, soit au cancer de la prostate à ses enfants par l'intermédiaire de son sperme qui est atteint. C'est ça. Donc on a une responsabilité, quel que soit notre âge. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Hommes et c'est femmes. Pas parce qu'aujourd'hui on est en bonne santé que demain on ne peut pas complètement basculer. Alors, on peut vous parler des prématurés. Nous avons 10% de prématurés, alors qu'en France, ils sont descendus à 3-4%. 3-4%. C'est-à-dire qu'on était tous, il y a 30 ans, dans une situation à peu près similaire, de prématurité importante. Et toutes les dispositions étaient prises pour que ce nombre de prématurés diminue. Et en Martinique et en Guadeloupe, nous avons toujours 10 à 11% de prématurés. Mais les autres pays qui ont pris des dispositions ont fait chuter leur taux de prématurité à 3-4%. Et nous ne le faisons pas chuter. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il y a un composant dont on ne tient pas compte suffisamment. Vous ne faites pas chuter on n'arrive pas parce qu'on a toujours, sur 3000 naissances, on a toujours 300 prématurés. Wow. Depuis 30 ans, on a toujours... Voilà. Parce que finalement, cet accouchement prématuré, c'est quoi? C'est un déséquilibre entre les hormones. Ce qui règle la grossesse, c'est la progestérone et les oestrogènes. Donc il y a certainement un déséquilibre d'hormones qui est rompu. Un équilibre qui est rompu. Et on doit pouvoir savoir à quel moment ils seront, quelles sont les prémices. Donc, des garçons qui ont des seins développés, il y en a beaucoup. Donc ça peut aussi avoir une incidence sur l'identité. De toute manière, il y a une incidence sur l'identité sexuelle. Il y a la construction de l'identité sexuelle. Vous avez toujours qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un mauvais développement qui fait qu'on a une mauvaise image de soi sexuelle, ou est-ce que ça agit aussi sur les circuits cérébraux d'identité sexuelle? Parce que vous avez des circuits d'identification sexuelle au niveau du cerveau, qui permettent de faire la différence. Il y a un dimorphisme sexuel entre hommes et femmes, c'est-à-dire hommes et femmes, par exemple, ne perçoivent pas les goûts, les odeurs de la même manière. Donc il y a une identité sexuelle de notre cerveau
et qui est aussi atteinte par les perturbateurs endocriniens. Oui. Donc, il faut que nous exigions aussi des moyens de suivi. Comme je vous disais tout à l'heure, on a 2 camps. Maintenant, est-ce qu'il suffit? Il y a 3 camps. Il y a un à Trinité, un au Carbet, un à Fort-de-France. C'est le centre d'action médicale précoce qui permet de dépister les problèmes et de les prendre en charge. Mais bien sûr, la liste d'attente est tellement importante. Voilà, donc il aurait fallu qu'on puisse avoir beaucoup plus de psychomotriciennes, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes pour prendre en charge les enfants qui ont des problèmes avant 1 an, afin qu'à l'âge de l'école maternelle, ils soient bien. Qu'ils soient bien structurés, qu'ils aient les prérequis. Et puis demander aussi aux gens de se regarder un petit peu de plus près, de sentir, de voir des choses qui ne vont pas, parce que on laisse courir. Et puis voilà. on donne des calottes à l'enfant parce qu'il bouge trop, et on a montré que l'hyperactivité l'hyperactivité peut être du chlordécone, je ne sais pas, mais des perturbateurs endocriniens. Absolument. Et puis on a de plus en plus on a beaucoup d'hyperactifs, et puis surtout on sait que l'hyperactivité à 4 ans, c'est 1 fois sur 2 la schizophrénie à l'adolescence. Ah ben oui. Et la schizophrénie, c'est la toxicomanie. Surtout quand ils vont toucher à la drogue et tout le reste. Donc finalement, on sait qu'il y a un lien entre les 2 choses. Faire de la prévention précoce, de l'hyperactivité, des troubles des acquisitions, afin que de permettre à nos enfants d'aller à l'école sereinement. On avait un peu parlé du caractère un peu fataliste, une sorte de posture fataliste de notre population qui dit de toute façon on est déjà empoisonné, on va mourir et c'est fini. Et c'est ici et maintenant qu'on pense. On ne pense pas justement à transmettre la société, à nos enfants, mais transmettre la société. Enfin, on nous l'a transmise, il faut qu'on soit quand même capable de la transmettre à notre tour. Alors, comment voyez-vous ce fatalisme qui fait que Dieu est responsable de tout et les vrais responsables, le débat est sur ce point-là aussi. Mais écoutez, il y a la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que si toi, tu ne te mets pas debout, le ciel ne t'aidera pas. Ça, je crois que c'est très important. Et aussi, il y a des groupes, malheureusement, des groupes religieux qui vivent un petit peu de cela, qui montrent, qui font comprendre à la population que finalement, c'est Dieu qui a voulu les catastrophes. C'est Dieu qui a voulu tout. Voilà. C'est Dieu qui a voulu tout et qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de régler le problème. C'est ça. Et puis vous êtes là, vous êtes mortel. Voilà. Malheureusement, ça imprègne de nos sociétés, comme les sociétés américaines, comme la société brésilienne. Tout ça aussi, c'est parti un petit peu de ces sociétés. Je pense que ce sont des groupements qui ne responsabilisent pas la population et qui ne leur font pas le plus grand bien. Ou qui instrumentalisent déjà cette sorte de prédestination à être, à se laisser vivre un peu parce que après tout. Malheureusement, nous sommes aussi un peu peut-être trop réceptifs à ce type de personnes, c'est-à-dire qu'on aime bien qu'on prenne la responsabilité à notre place. Mais on nous a travaillé pour ça. On nous a travaillé pour ça, mais il y a aussi le fait que chez les dominés, et nous faisons partie des peuples dominés, chez les dominés, il y a une sorte de fatalisme intégré et qui fait qu'on ne se projette dans rien, on vit dans le présent, ici et maintenant, et c'est vrai qu'on considère que les choses qui nous arrivent, on n'est pas acteurs, on est totalement objet et on attend que les autres fassent pour nous, mais aussi on considère que c'est dans l'ordre des choses que les gens que nous sommes soient impactés davantage que d'autres, que nos vies soient plus raccourcies, que nos enfants n'aient pas d'emploi, que les 3/4 de notre jeunesse soient au chômage. On considère, on fait avec, on s'habitue, on naturalise des situations qui n'ont rien de naturel, puisque nous sommes dans une société et dans une culture. Donc quand on dit notamment qu'il faut condamner l'État et que l'État dit c'est moi le responsable, nous avions rappelé... Mais l'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est nous. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est les ministres, que l'État, c'est les députés, que l'État, c'est nos impôts. Et ce sont nos impôts. Et nos députés, c'est l'État. Donc, nos députés, les gens que nous élisons, c'est eux qui ont aussi, ont aussi des décisions à prendre en notre nom. Donc c'est à nous aussi de nous mobiliser pour dire à nos députés, pour dire à nos maires ce que nous voulons.
Et pour dire s'il y a des responsables, comme il y en a eu dans d'autres pays, dans d'autres catastrophes sanitaires, eh bien, il faut que ces personnes-là soient désignées et qu'elles soient responsabilisées par rapport à ça. On assiste en ce moment à un tas de mensonges, de détournement de l'attention, de distraction des véritables problématiques. Il faut faire attention. Et ça profite à des personnes que nous ne connaissons pas, mais de toute manière, les gens qui vous orientent dans cette direction, ils profitent de votre... Ils ont tout à gagner à ce que vous regardiez ailleurs que là où se trouvent les responsables. Il faut savoir qu'ils en profitent, qu'ils sont très contents de savoir que vous êtes passif. On vous donne à boire, on vous donne à manger, on vous donne de l'argent et on achète votre silence. Absolument. Et ce sont des personnes, vous allez voir demain, qui vont prendre votre place. Oui, et puis quand vous posez sur des photos pour critiquer ceux qui viennent manifester contre cette situation-là, pensez aussi que vous êtes jeune, vous aurez des enfants. Et que vous avez la responsabilité de dire, je peux chercher à sauver mon emploi, mais peut-être que la vie est plus importante à sauver avant d'aller faire des compromis un peu faciles et qui effacent justement le problème et les gens qui se responsabilisent pour vous. Voilà. Cher docteur, est-ce que vous voulez bien parler à vos téléspectateurs? C'est le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que nous sommes tous dans le même bateau et que nous n'allons pas nous sauver seuls. Je crois que c'est très important de savoir que le petit acte, le petit geste que vous allez faire va avoir des répercussions importantes sur l'ensemble de la société martiniquaise, que nous avons peut-être cette chance inespérée aujourd'hui, à travers un malheur, de pouvoir rebondir ensemble, pour faire quelque chose ensemble. Et bien, c'est ce que je nous souhaite à travers cette crise du chlordécone, que ce soit une occasion pour nous Martiniquais de ne pas nous critiquer, de ne pas nous comment dirais-je, toujours trouver que l'autre est mauvais, qu'il n'est pas bien. Nous dire non, ensemble nous avons un enjeu, un objectif, un challenge, lutter contre le chlordécone et on va le gagner. Voilà.